Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle séance Windows avec notre chapitre sur la programmation de scripts en PowerShell. Et nous allons aborder ensemble les types de données, maintenant qu'on a préparé tout ce qu'il faut pour l'exécution de nos scripts. Il faut que je vous parle des types de données pour qu'on vous voyez un petit peu ce que nous allons manipuler pour la suite, sachant qu'on va en voir beaucoup, il y a beaucoup de types qui sont présents en PowerShell, et on va comme ça un petit peu énumérer, on va en tout cas les plus importants, ceux qui vont nous servir déjà assez vite, et voir notamment au niveau du formatage. Donc on va remarquer un petit peu pour représenter les valeurs de certains de ces types, il y a un format un petit peu particulier à suivre. Et si c'est la première fois d'ailleurs que vous faites de la programmation, évidemment ça va être quelque chose d'un petit peu nouveau pour vous. Donc avant toute chose, je vais aborder avec vous ce qu'on appelle les commentaires. Donc pareil, si vous n'avez jamais programmé, vous ne savez pas forcément ce que c'est. Parce que lorsque nous allons écrire du code, ce code va être interprété, exécuté. Donc ça, maintenant vous l'avez compris. Par contre, on a possibilité de commenter, d'accord, notre code. On pourra écrire des indications, pouvoir commenter par exemple plus tard des fonctions, des classes, ce genre de choses. Et les commentaires seront tout simplement ignorés. Ils servent pour le développeur, pour celui qui écrit du code ou qui le lit, qui le consulte, et vont vachement nous servir pour mettre quelques notations. Et moi, ça va me servir notamment sur les prochaines séances pour pouvoir écrire quelques commentaires sur ce que je vous présente dans les vidéos. On a deux façons de faire en PowerShell. La première, c'est un commentaire qui va occuper une seule ligne et qui va tout simplement être précédé d'un croisillon. Donc voilà, donc là j'ai un commentaire sur une seule ligne, d'accord. Donc généralement, si votre environnement de développement ou votre éditeur de code est bien configuré, vous devriez avoir une coloration syntaxique particulière pour un commentaire, comparé au reste du code. Donc ça, c'est la possibilité que nous avons. Alors, je vais mettre à la ligne ici. Et si vous avez besoin d'écrire par contre un bloc de commentaires, pour éviter de devoir faire à chaque fois un croisillon à chaque nouvelle ligne, ce qui peut être tout à fait faisable, généralement les éditeurs d'ailleurs vous permettent de le faire par exemple avec une sélection automatique, fait comme ceci, avec un raccourci clavier ou dans les menus, vous pouvez normalement automatiquement commenter toutes les lignes, donc c'est ce qui va être fait. Mais on peut écrire sous forme de bloc, et au niveau de PowerShell, il suffit simplement d'utiliser un chevron ouvrant, à nouveau le croisillon, et bon, s'il y a une autocomplétion ou pas, peu importe, mais vous voyez qu'il y a l'inverse qui se fait ensuite pour la fermeture du commentaire. À partir de là, tout ce que vous mettez entre les deux fait partie du commentaire. Donc ce soit mis à la ligne, peu importe, vous pouvez présenter les choses comme ça si vous voulez. Voilà, on s'en fiche, mais ça permet comme ça de commenter certaines parties de votre code, et c'est bien pratique en tout cas pour la suite. Donc nous on va évidemment se servir de ça. Enfin en tout cas je vais me servir de ça pour donner quelques explications pour la suite. Voici ce qu'il en est au niveau de PowerShell. PowerShell, comme je vous l'ai dit, c'est écrit en C#, d'accord. Et bien sûr ça utilise .NET. Ça va utiliser beaucoup d'outils de tout ce quadrixel.net, qui est véritablement un écosystème sur Windows et qu'on peut maintenant utiliser d'ailleurs sur d'autres systèmes. Vous l'avez également sur Linux et macOS, donc ça a été rendu multiplateforme et c'est ça tout l'intérêt, depuis l'arrivée notamment de .NET Core, qui a permis, qui maintenant est renommé .NET, et qui est multiplateforme et donc compatible un petit peu partout. Au niveau du langage, on va retrouver forcément beaucoup de similitudes, en tout cas d'équivalence entre ce qu'on va manipuler au niveau de PowerShell et un équivalent lié à .NET. Et cet équivalent d'ailleurs souvent est celui auquel on fait référence quand on manipule d'autres langages comme C#, le F#, ce genre de choses, ou Visual Basic. Donc forcément on va retrouver un petit peu ces types de données là. Alors il y a beaucoup de types comme je vous disais au niveau de PowerShell. Nous je vais vous présenter déjà les principaux, d'accord, ceux qu'on va voir assez vite. Et bien évidemment au cours des vidéos de ce dernier chapitre, on a d'autres types qu'on abordera en détail, ils auront des vidéos dédiées, je pense aux chaînes, je pense aux tableaux, ce genre de choses. Donc bien sûr, on verra à ce moment-là comment les manipuler, comment les utiliser dans nos scripts. On va pouvoir représenter déjà des données. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du type, au niveau de PowerShell, on a un type de base, puisque sachez que c'est un langage qui utilise le paradigme objet. Donc on va retrouver le type PSObject, d'accord, qui est finalement le type de base. Donc si on pense à .NET, c'est ce type-là. System.object au niveau de .NET, et c'est le type de base, la classe de base si on veut, de tous les autres types qu'on va retrouver au niveau de C#, d'accord. Donc ça c'est important un petit peu de savoir comment c'est présenté en tout cas pour la suite, et pour pouvoir ensuite avoir tout ce qui dérive finalement de ce type-là. À partir d'ici, on va retrouver tous les types qui vont nous servir au niveau en tout cas de l'écriture des scripts en PowerShell, et on va comme ça pouvoir manipuler ces derniers. On va parler déjà de deux cas, on va dire deux genres plutôt, deux types. Des types valeurs et des types références. Ça c'est pareil, il y a certains langages de programmation où vous n'avez pas forcément cette distinction qui est faite, ou alors elle est implicite, ou alors simplement elle n'existe tout simplement pas. Donc c'est bien de vous l'expliquer. Un type valeur, on va simplement donc manipuler la donnée elle-même,
d'accord? Donc on va souvent d'ailleurs avoir des copies lorsqu'on va manipuler ça d'une fonction à l'autre. Là où des types de références, eh bien on va manipuler des références à ces dernières. C'est comme si par exemple pour travailler, je sais pas moi, avec comment ça s'appelle, des habitations de personnes, d'accord, des logements, en type valeur, on irait travailler avec le logement lui-même. Donc si on devait faire des copies, tout ça, bon, on peut imaginer au niveau administratif, pas forcément pratique. Là où au niveau référence, eh bien on utiliserait plutôt l'adresse postale, c'est-à-dire ce qui fait référence finalement à l'habitation elle-même. Et donc forcément, c'est plus pratique de manipuler ça. Donc on pourrait comme ça observer un petit peu ces distinctions-là. Et bien au niveau du langage, on va obtenir un petit peu ces choses, en tout cas ces distinctions aussi au niveau de PowerShell. On va avoir pas mal de types valeurs et pas mal de types références, sans que, encore une fois, ce soit exhaustif ce que je vais vous montrer ici, mais en tout cas c'est bien de comprendre ça parce que ça va être important aussi en termes de copie. C'est-à-dire quand vous allez vouloir faire de la copie de type valeur, vous allez effectivement copier les données. En revanche, quand vous allez vouloir faire de la copie sur des références, vous allez faire ce qu'on appelle des copies partielles, c'est-à-dire qu'en réalité vous n'avez pas véritablement créé une copie, d'accord, une duplication de la donnée, mais plutôt en fait simplement créer une copie de la référence. Donc ça continuera de pointer sur la même donnée. Mais on reviendra dessus, de toute façon on va aborder ces types plus en détail par la suite. Au niveau des types valeurs, pour manipuler, qu'est-ce qu'on peut manipuler en programmation, en informatique de manière globale? On a besoin de manipuler, pour commencer, des valeurs, donc des nombres. D'accord? C'est la première chose que notre ordinateur utilise, il fait énormément de calculs avec ça. Et on a donc besoin de manipuler ces valeurs-ci. Donc c'est important un petit peu de voir comment on peut les gérer finalement par rapport à ça. Alors, on a un premier cas déjà, alors je peux noter en tout cas ce dernier, pour représenter des valeurs suivant l'espace qu'elles vont occuper ou l'espace qu'elles ont besoin en mémoire. Le plus petit type qu'on va retrouver pour représenter en tout cas des nombres, quand on va véritablement parler de nombres, on va parler du byte. Alors je vous mets son équivalent, je ne le ferai pas forcément pour tous, au niveau de .NET. Donc c'est le type byte, comme ceci. Et ce dernier est un type tout simplement pour représenter un entier sur 8 bits. Pareil, je ne vais pas vous faire un cours d'architecture, il y a déjà d'autres vidéos sur le sujet, sur la chaîne si ça vous intéresse. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que si on a une donnée qui peut être donc écrite sur 8 bits, d'accord? Donc finalement, c'est 8 puissance, donc c'est 2 puissance 8. On a donc 256 valeurs possibles que peut prendre cette donnée. C'est-à-dire si on a une donnée qui est de ce type-là, elle pourra prendre les valeurs 0 à 255. Si c'est seulement positif, on expliquera un petit peu cette distinction. Ou alors moins 128 à 127. Si vous faites le calcul, vous verrez qu'il y a bien 256 valeurs possibles dans cette fourchette ou dans cette fourchette-là, puisque là on commence par 0. Voilà ce que ça veut dire. Donc forcément, plus on va avoir donc ici une valeur, en tout cas un type codé sur un plus grand nombre de bits, et plus on pourra stocker des valeurs plus grandes. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. En tout cas pour aller assez vite sur le sujet, puisque je vais rentrer plus en détail là-dessus sur des vidéos d'architecture. Donc voici pour le byte, d'accord, pour représenter ça. Alors on a plein d'autres types intermédiaires, d'accord, qui font de certaines tailles, mais encore une fois, ce sera à vous de voir éventuellement. Si on veut passer sur autre chose, alors maintenant, bon, voilà, on va retrouver à chaque fois, c'est un system et quelque chose. On a un type, on va dire, équivalent pour .NET. Ici, on va avoir sur 16 bits. Donc forcément, logiquement, on va avoir 2 fois plus de possibilités, en tout cas de valeurs. On a ensuite l'entier, donc ce qu'on appelle le integer, donc ça c'est vraiment pour le coup un type qu'on retrouve dans beaucoup de langages. Donc ici, il est calé sur 32 bits. Alors c'est important parce que sur certains autres langages de programmation, un entier, donc ce type-là, peut être de 32 ou 64. Donc il n'est pas forcément à une taille fixe. Ça va dépendre de de l'architecture, notamment du compilateur. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Donc c'est pas forcément toujours, on n'est pas forcément sûr à chaque fois d'utiliser, en tout cas, d'avoir une valeur fixe d'une architecture à une autre. Ici, au niveau de PowerShell, si vous utilisez un int, c'est du 32 bits, donc pas de problème par rapport à ça. Et enfin, ce qui représente davantage de place, donc c'est long qui lui occupe 64. Voilà, comme ça on ne peut pas se tromper, au moins on a des tailles différentes. Donc vous, ce qui va être le plus utilisé souvent, ça va être éventuellement cela. Mais vous allez voir qu'au niveau du typage pour PowerShell, notamment quand on va aborder les variables, c'est un peu particulier puisqu'on n'a pas de typage fort. Donc on reviendra dessus en tout cas dans la prochaine séance sûrement. Voilà pour représenter en tout cas des valeurs des entiers, d'accord, des nombres entiers par rapport à ça. On a un cas particulier aussi pour les types ici dits de valeurs qui est le char, qui aussi finalement pourrait servir à représenter finalement un entier puisque c'est une petite valeur, mais ici on va s'en servir pour représenter un caractère. Et le caractère va être codé en UTF-16. Donc ça c'est très pratique, c'est-à-dire tout caractère qui fait partie de l'Unicode,
alors, ici étendu, c'est-à-dire pas juste UTF-8 mais UTF-16, donc il y a pas mal de caractères, mine de rien, qui sont disponibles. Alors ça va pas jusqu'à UTF-32 ici, et bien vous allez pouvoir tout simplement les encoder via ce type-là. D'accord. Donc ça va prendre en charge, PowerShell avec ça va prendre en charge énormément de caractères, mine de rien, Unicode. Et je vous rappelle qu'Unicode, ça permet de prendre en charge tous les caractères du monde entier, sans devoir choisir un format pour du français ou de l'anglais ou du japonais, du chinois, du coréen. Ici, on peut vraiment rassembler tout. On a même les emojis dans l'Unicode. Donc, on retrouve vraiment tous les caractères qu'on peut utiliser en informatique de nos jours. Donc, on a ce type-là. Voilà. Dès qu'on voudra écrire un caractère, on utilisera le type char qui nous servira pour ça. Alors, ce n'est pas tout. Puisque là, on a des entiers. On a de quoi représenter le caractère. Je vais le mettre ici. Voilà. Mais il nous manque d'autres nombres finalement. Parce que, ok, bon, on est capable de manipuler ce genre de nombre. On va être capable de manipuler ce genre de nombre. D'accord. Des cas particuliers. Mais c'est bien qu'on puisse manipuler ce genre de nombre. D'accord. Donc des nombres à virgule. Pour cela, on va également obtenir, en tout cas avoir à disposition, quelques types pour faire ça. On va en avoir 3 qui vont vachement nous servir, à savoir float, double, alors ici, voilà, ça va décaler, et nous allons avoir le type décimal, qui est encore plus grand, ici. Ces types sont des types pour des nombres à virgule flottante, donc des approximations de nombres réels, puisqu'on ne peut pas obtenir des nombres réels précis, nos ordinateurs ne sont pas assez puissants pour ça. Ils font des simplifications, d'accord, des approximations, donc avec des représentations suivant un certain degré de précision pour les données. Donc ici, on a une représentation sur 32 bits, 64 bits et 128. Donc ça, comprenez, c'est pour représenter des nombres très grands, d'accord. Et donc si vous n'avez pas besoin de ça, on va principalement manipuler plutôt des types comme ça. Là, c'est déjà pour des cas un peu plus particuliers. Donc voici pour ces nombres. Sachez qu'au niveau de la représentation, donc pour un caractère, si on veut représenter un caractère ici en informatique, en tout cas au niveau de PowerShell précisément, vous allez avoir 2 possibilités, soit utiliser les simples guillemets, soit utiliser les doubles guillemets. PowerShell ne fera pas la distinction entre les deux. Certains langages vont privilégier ça pour les caractères et ça pour une chaîne de caractères, donc par exemple un mot, d'accord, une séquence, mais au niveau de PowerShell, pas de distinction. Donc je peux représenter le caractère A minuscule de ces deux façons, même si on verra que les guillemets, selon celles que nous utilisons, ont un comportement qui peut différer, notamment quand on va concaténer ça, en tout cas mêler ça avec des variables, comme on le verra un petit peu plus tard. Donc voilà comment on va représenter ça. Pour les nombres à virgule flottante, sachez qu'on n'utilise pas comme en français la virgule, mais on va utiliser à l'américaine, parce que ce sont des langages américains à l'origine, le point. Donc si je veux représenter par exemple la valeur approximative de pi, 3,14, je représenterai avec un point. Donc ça, l'utiliser tout le temps, c'est un des premiers opérateurs qu'on a l'occasion de voir ici. Parmi tant d'autres qu'on verra aussi, on aura une vidéo dédiée sur le sujet, qui est utilisée pour séparer la partie entière de la partie décimale, ici d'un flottant par exemple. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour ces valeurs. Pour les types valeurs, on va s'arrêter là, d'accord. Ça vous donne comme ça un petit peu une idée. On a une autre particularité, c'est que généralement ces types sont des types dits signés, d'accord, c'est-à-dire qu'ils peuvent à la fois être négatifs ou positifs, d'accord. Il y a une fourchette en fait qui occupe une partie négative et une partie positive. Donc ça, comme je l'ai montré tout à l'heure pour le char, ça va de 128 à 127, donc ça c'est dit quand c'est signé. En informatique, quand on parle de type non signé, eh bien c'est tout simplement que le type est positif. Donc c'est-à-dire qu'ici, au lieu d'occuper, par exemple, le short 16 bits sur une partie négative et positive, il occupera ces 16 bits que sur la partie positive. D'accord. Donc si on l'applique pour le char, donc s'il était signé, ça reviendrait à moins 128 à 127. D'accord. Et s'il passe en non signé, ça donnerait donc 0 à 255. D'accord. Donc voilà un petit peu comment on représentera les choses. Si on veut manipuler ces types-là non signés, précisément, on a possibilité d'en avoir également en PowerShell. Il suffit de rajouter un petit U devant les quelques types qu'on a. Alors pas les types ceux-là, ça n'a aucun sens, mais en tout cas pour ceux-ci. Alors je crois que le char au niveau de PowerShell n'a pas de type non signé, puisqu'il y a char tel quel, il y a le S-char qui est sign, donc c'est un cas un petit peu à part. Mais cela, sachez que voilà, si vous mettez un petit U devant, donc très simple à retenir, ça devient des types non signés. Voilà, avec tout ce que ça a pour conséquence derrière, qu'on aura éventuellement l'occasion de voir en pratique pour la suite. On va s'arrêter là pour les types valeurs, en tout cas pour commencer, ça fait déjà pas mal par rapport à ce que je voulais montrer ici. Pour des types références, donc les types références,
pour ceux qui vont nous servir, on va pas en voir beaucoup parce que beaucoup seront vus par la suite, parce qu'il y a plein de types références également au niveau de PowerShell. Mais évidemment, le premier qui va être abordé très vite, c'est le type chaîne de caractères, donc la fameuse string. Une chaîne de caractères, c'est une séquence de char, tout simplement. D'accord, il n'y a vraiment rien d'autre à retenir ici, donc c'est facile à représenter. Et donc pareil, toujours codé en UTF-16, donc ça, pas de souci. Donc je vais le noter, voilà, c'est une séquence alors, immuable, mais bon, c'est pas le sujet ici, de char. Voilà, toujours en UTF-16. Donc comment représenter une chaîne de caractères? C'est simple. Un caractère, comme je l'ai dit, on peut représenter tel quel ou tel quel. D'ailleurs, ça pourrait être une chaîne de caractères en réalité, même s'il n'y en a qu'un seul. Et si je mets ceci, voilà, j'ai une chaîne de caractères. Donc encore une fois, pas de distinction pour les chaînes ici entre les deux types de guillemets, même si on verra que quand nous avons des variables, le comportement en revanche est différent à l'exécution, on le remarquera très vite lors de nos tests. Donc la chaîne de caractères, voilà, séquence, classique, pas de problème ici. On va retrouver un autre type, on va avoir le type notamment pour les tableaux, d'accord. Donc un tableau, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ensemble d'éléments, d'accord. Imaginez un tableau de nombres, un tableau d'entiers, c'est quelque chose qui serait représenté, voilà, sous cette forme, etc. Alors on remarquera qu'au niveau de PowerShell, on va utiliser plutôt l'arrobase pour présenter un tableau. Dans certains cas, on pourra juste représenter des valeurs séparées par l'opérateur virgule. Donc on verra un petit peu tout ça par la suite dans tous les cas. Mais sachez qu'il y a comme ça plusieurs possibilités. Voilà. En tout cas pour le tableau ici. On a un autre type qui va être très pratique, c'est la table de hachage. Si vous faites du Python, c'est ce qu'on appelle le dictionnaire, dans d'autres langages d'ailleurs aussi. Voilà. Et en fait, ça correspond tout simplement. Alors, table de hachage, je ne sais plus s'il y a un circonflexe, mais il me semble que oui. Et ici, elle est représentée donc avec un arrobase et avec des accolades généralement. Donc pareil, on aura l'occasion de revoir ces syntaxes quand on abordera des vidéos dédiées sur ces types-là. Et là, comment on représente ça? Ça fonctionne par un ensemble de paires, c'est-à-dire des clés et des valeurs. Donc par exemple, je peux très bien avoir quelque chose comme ça. Voilà comment ça fonctionne. Donc on a comme ça un ensemble où une clé est associée à une valeur, une autre clé associée à une autre valeur, et ainsi de suite. Donc une table de hachage, tout simplement. Donc voilà un petit peu le genre de format qu'on peut avoir. Et on a ensuite plein d'autres types. On va pouvoir manipuler du XML. On va pouvoir manipuler des commandes PowerShell. On va pouvoir manipuler des fichiers. On va pouvoir manipuler des expressions rationnelles. On va pouvoir manipuler des modules, en tout cas des valeurs, des calculs, des expressions mathématiques. Bref, on a énormément de types comme ça qui sont disponibles au niveau de PowerShell pour manipuler tout un tas de types de données. On va en voir beaucoup dans le cours, on en verra sûrement aussi en annexe dans des tutoriels, donc vous inquiétez pas, on viendra dessus là-dessus. On viendra dessus en tout cas en temps et en heure, mais sachez qu'il y a pas mal de types de ce genre en tout cas qu'on verra aussi. En plus de ça, alors on a des types en la valeur référence, on va avoir des types un petit peu spéciaux qui ne rentrent pas forcément dans une catégorie, mais qu'on va avoir l'occasion de manipuler aussi. Donc je vais les mettre à part ici, qui sont des types qui vont nous servir pareil, dont on utilise pas mal en programmation, à savoir le type. Enfin, c'est pas d'ailleurs le type, pardon, c'est plutôt, on va dire, une valeur. Donc, on va représenter ça avec un dollar qui est nul. Donc, nul, simplement, c'est rien. D'accord? Quelque chose qui est nul. Ici, c'est quelque chose qui ne vaut rien, qui n'a pas de valeur en particulier. Donc, c'est un type aussi un peu spécial qu'on va retrouver en programmation. D'accord? Et on a le type void. Donc, là, il va être manipulé d'une certaine manière aussi, on verra, dans très peu de cas, qui veut dire, par exemple, quand on fera une fonction, si la fonction ne renvoie pas de résultat, donc on dit qu'elle ne retourne rien, et on utilise comme retour void. Voilà, donc c'est une possibilité qu'on a. On ne manipule pas directement, c'est pour ça que c'est pas à proprement parler un type. Ce sont d'ailleurs pour la plupart des variables. Donc on verra que nul par exemple est une variable automatique de PowerShell, comme on l'abordera un petit peu dans la séance dédiée sur le sujet. Voilà, donc principalement ce que je voulais qu'on aborde ensemble. Donc ce qu'il y a à retenir sur ces vidéos, sur cette vidéo en tout cas, sachant qu'on va de toute façon manipuler tout ça, c'est de savoir un petit peu qu'on a ce qu'il faut pour manipuler des nombres entiers, des nombres à virgule flottante, des caractères, des chaînes de caractères, plus tard des tableaux, des tables de hachage et plein d'autres types, et ensuite de voir un petit peu le format des données, même si je vous ai montré, on reste sur quelque chose de simple, on est principalement sur ça. Pour un entier, on peut le noter tel quel. Si les négatifs, on met un égal, enfin un moins, pardon. Donc s'il est positif, on ne met pas le plus, il est implicite. Mais quand on va représenter une valeur négative, voilà, on la représente comme ceci. Si on va représenter un nombre à virgule flottante, on va pareil. On peut représenter aussi, sinon, une valeur négative comme ceci. Donc si c'était 9, pour que ce soit virgule flottante, il faut bien mettre un point 0. Donc on peut représenter ces choses-là.
Et après, une chaîne, voilà, on a bien compris, etc., etc. Et pour les autres types, on verra de toute façon plus en détail quand on abordera les vidéos dédiées à ces derniers. Donc on aura l'occasion de voir un petit peu comment manipuler tous ces types-là. Voilà, ce qu'il y a à retenir en tout cas pour la vidéo sur les types de données. Pour le reste, je vous renvoie éventuellement via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous avez une page un petit peu qui fait un résumé, en tout cas qui apporte d'autres informations sur les types si ça vous intéresse. Encore une fois, inutile d'apprendre tout ça par cœur, hein, comme d'habitude. Ça ne servirait strictement à rien. C'est vraiment un titre informatif, sachant que beaucoup de types vont être implicites au niveau de PowerShell, donc il n'y a pas besoin d'apprendre ça, d'apprendre l'espace qu'ils ont. C'est juste de comprendre un petit peu comment les données sont représentées et comment les types un peu prennent en charge tout ça au niveau de PowerShell. Voilà. Je vous dis à bientôt, on se retrouve pour la prochaine séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va aborder un petit peu la suite. Donc on va justement aborder les variables, voir un peu comment on manipule tout ça. Et on va commencer véritablement à écrire du code dès la prochaine séance. Donc là, ça va devenir très intéressant. Ciao.